Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour conclure la série des bilans d'intersaison, 32e épisode. Et aujourd'hui, on va parler du coup, si vous avez tout écouté, vous savez qu'il nous manque les Steelers, donc on va parler des Steelers. Pour ça, je suis accompagné d'abord d'Anto. Salut Anto. Salut Alex, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, on s'est promis de pas pleurer, hein. On va être costaud, et puis ça va, on termine bien, on termine avec une belle franchise, donc c'est bon, on termine sur une bonne note, c'est T'as, agréable. t'as mis la casquette? Ouais, exactement, ouais, j'aime bien, je ne supporte pas cette franchise, mais j'aime quand même l'historique de la franchise, donc voilà, j'accepte de porter avec plaisir une casquette des Steelers. Je comprends totalement. Et puis avec toi, on est aussi accompagné de Romain de Steelers France. Salut Romain, comment vas-tu? Salut, ça va? Merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Est-ce que tu as envie de te présenter pour nos auditeurs? Ouais, bien sûr. Donc, Romain, je suis Steelers France sur Twitter depuis, ça doit faire 10 ou 10 ans maintenant. Le temps passe vite. Quand on enchaîne les saisons à 9-8, on voit pas le temps passer. Et depuis cette saison, j'ai aussi lancé mon podcast, La Distillerie. Il y a 4 épisodes déjà qui ont été lancés. Si vous êtes fan des Steelers, évidemment, ça vous plaira, j'espère en tout cas. Si vous n'êtes pas fan des Steelers, j'essaie d'aborder aussi des sujets un petit peu différents. Donc là, les 2 derniers épisodes qui sont sortis au mois de juillet, il y a un sujet sur tout ce qui est blessure à la tête, commotion, et un autre sur tout ce qui est kicker avec les changements de règles pour les kick-offs, etc., avec à chaque fois des invités un petit peu spécialistes du sujet. Donc voilà, même si vous n'êtes pas fan des Steelers, je vous invite évidemment à aller m'écouter. J'espère que ça peut aussi vous intéresser. Et du coup, tu prends un peu le prisme Steelers au début pour démarrer et après tu pars sur des choses un peu plus générales ou plus dans l'autre sens? Alors, en général, lors des épisodes, je fais d'abord les entretiens, donc qui sont en général sur des sujets un peu plus ouverts, et ensuite Steelers, mais c'est vrai qu'il y a toujours un lien. Donc, par exemple, pour les commotions, l'idée vient forcément de l'histoire de Mike Webster, qui a été le premier joueur diagnostiqué avec la fameuse CTE, et donc c'est le lien que j'ai pris pour ensuite enchaîner avec ça. Pour l'épisode sur le kicking, il y a un Irlandais qui a été invité au minicamp des Steelers cet été, qui est passé via un programme en fait qui est organisé en Irlande. Donc j'ai rencontré la personne qui organise ce programme. Pour ceux qui sont fans des Saints d'ailleurs, c'est par ce programme que Charlie Smith a signé avec les Saints. Donc voilà, c'est intéressant pour un tas de raisons. Et puis il y a d'autres joueurs, hein, je crois, au training camp qui sont invités, qui sont passés par là. Donc j'essaie toujours de trouver un lien et puis après d'étendre un petit peu pour que ça puisse intéresser un maximum de monde. Très cool. Bah du coup, la distillerie avec style avec deux E pour reprendre le Avec Steeler au milieu, j'ai un peu réfléchi. magnifique. Magnifique projet. Donc Steelers France et la distillerie. C'est ça. Hésitez pas à aller suivre Romain dans ses nouvelles aventures de podcast. Ça fera plaisir. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous, très content de t'avoir pour clôturer cette série. Du coup, une dernière fois, la formule reste la même. Bilan de 2023. Ensuite, on va parler un peu de l'intersaison et des besoins surtout. Puis on parle de Free Agency Draft et on termine en se projetant un petit peu sur 2024. Est-ce qu'on continue la série comment dire, des bilans positifs pour les Steelers une année de plus Ouais. ou Des pas? bilans tout juste positifs. Bah, cette année, on va pouvoir en parler. C'était un peu plus que tout juste positif. Vu que vous avez fini en 17, vous avez perdu malheureusement au wild card round contre les Bills dans un match où on se souvient limite plus du déneigeage du stade que du match. C'est ça. Euh, C'est ça. Ouais, après, c'est un petit peu comme la météo. Il y a la température et la température ressentie. Donc là, c'était un bilan à 17 et un bilan ressenti à 8-9, je crois. Mais c'est et vrai du- que sur le plan comptable, on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Ouais, c'est ça. Vous avez fini en 17. Antoche, si tu veux, est-ce que toi, en tant que fan de loin des Steelers, t'as vécu, comment tu voyais les Steelers de loin sur cette saison? Une saison un peu en dents de scie, mais qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, compliqué en fait dans le sens où tant qu'il y aura Mike Tomlin en poste, je les vois pas faire une saison négative. En tout cas, il arrive depuis 17 saisons à maintenir ce beau record. Après les Steelers, c'était un peu deux visages, ça veut dire une défense de fer et puis une attaque assez bancale cette saison. Très poussive, menée par des quarterbacks dont on préfère oublier les exploits, tant ils sont faibles. Comme vous l'avez dit, hein, 17, donc ça finit en positif. Ça finit aussi dans une division qui a un peu marqué l'histoire, hein. Toutes les franchises ont fini en positif, donc ça, c'est incroyable. Et en plus, cerise sur le gâteau pour les Steelers, parce que c'est quand même 3 autres sacrées franchises qui se tapent 2 fois par saison
entre les Ravens, les Browns et puis les Bengals, c'est qu'ils finissent en 5-1 en division. Donc ça aussi, c'est plutôt quand même appréciable et notable. Ouais, une défense à souligner toujours avec TJ Watt qui est quand même. Ce gars-là, parce qu'on est en France, pour moi, ce gars-là, c'est du bon vin, tu vois, c'est un bon Bordeaux. Le gars, plus il vieillit, plus il devient un millésime grand cru. C'est incroyable. C'est vraiment l'âme de la défense, mais même l'âme de la franchise. Il fait le taf, il fait les stats et il galvanise tout le monde. Et donc voilà, ouais, une belle saison, une saison à 17. Alors ils finissent quand même en 17, ils finissent troisième de la division. Ils vont en playoff. Bon, contre les Bills en wildcard, ça passe pas malheureusement. Mais c'était sûr, à un moment, les playoffs, les petits défauts de la saison, bah, en saison, tu peux peut-être les gommer ou en tout cas les mettre de côté et réussir à passer. En playoff, ça ne passe pas. Contre les Bills, c'était un petit peu compliqué. Et puis voilà, mais sinon, une bonne saison, hein. Franchement, je pense que les fans des Steelers ne peuvent qu'être contents à peu près du visage de la franchise. Et après, comme tu dis, c'est vraiment une équipe qui a vécu par la défense. Et c'est un petit peu le problème qu'on a eu l'année dernière, c'est que quelque part, on sentait qu'on pouvait battre tout le monde à partir du moment où la défense était vraiment élite. Et je pense qu'on garde à peu près tous les matchs qu'on a gagnés, on a tenu l'attaque adverse à moins de 20 points. Mais dès qu'il y avait un petit souci en défense ou qu'on n'était pas au maximum, on avait quasiment aucune chance de gagner. On savait que l'attaque pouvait faire le minimum pour gagner si la défense était au sommet. Mm. Mais si la défense relâchait un petit peu, c'était mort. Et puis d'ailleurs, c'est aussi une des caractéristiques de cette défense. Finalement, en termes de yards concédés par match, je pense qu'on est au mieux dans le ventre mou. Mais pas mieux. En tout cas, on est très loin du top. Et c'est vraiment ces interceptions, ces fumbles qui nous ont permis de retourner des matchs, ce qui est un petit peu l'ADN de cette défense. Depuis 2-3 ans, pas plus, hein, c'est assez récent. Je me rappelle des saisons précédentes, on était bon dernier de la ligue en turnover. Et maintenant, c'est vraiment par ce que Tomlin appelle ces splash plays que la défense vit. Et finalement, c'est toute l'attaque. Et si je peux me permettre juste une petite note par rapport à ce que tu viens de dire, Anto. Alors oui, TJ Watt, je suis d'accord, meilleur joueur de l'équipe de loin. Mais l'âme de la défense et l'âme de la franchise, ça reste Cam Hayward, qui est le patron. Quand quelqu'un arrive, c'est Cam Hayward qu'on va voir pour comprendre comment tout se fait à Pittsburgh. Donc voilà, faut pas oublier Cam. Il a raté quelques Tout à matchs fait. la saison dernière, mais il est de retour pour être encore le patron dans le vestiaire et l'homme comment dire, qui représente les valeurs des Steelers. C'est beau, c'est beau, c'est bien. Et puis on parlait un petit peu tout à l'heure de Mike Tomlin et des coachs. On avait vu passer une stat dans l'intersaison, et bon après vous le savez niveau Steelers, mais c'est vrai que t'as 3 coachs depuis 1969. Ouais. C'est quand même assez Ouais, fou c'est ça. la longévité. Un coach qui a duré 22 ans, un autre qui en a duré 24, et Mike Tomlin qui a depuis 17 C'est ans. ça. C'est Ouais. fou. Et C'est puis ça. Chuck il Noll, vient de Chuck Noll re-signer le en plus, hein. premier. Oui, En plus, il vient de re-signer 3 saisons, là, Mike Tomlin, donc ça continue. Mais comme quoi, ça fonctionne, hein, parce que c'est quand même une franchise qui, alors, ne gagne pas tous les ans, hein, mais qui est quand même régulièrement sur le devant de la scène. Alors, elle est très historique aussi. Les Steelers, c'est quand même une des équipes, je pense, les plus historiques de la ligue. Mais voilà, il y a la longévité et souvent on parle des comment c'est les Cowboys aussi qui gardent souvent leur coach très longtemps, mais c'est vrai qu'on oublie que les Steelers, voilà, depuis 69, c'est quand même 3 coachs, c'est quand même ouais. incroyable. Oui, puis on pensait que avec le départ de Kevin Colbert, qui était le GM, qui est parti, je crois, il y a 2 saisons, en même temps que Ben, on s'est dit est-ce que peut-être les trois partiront ensemble, Colbert, Tomlin et Roethlisberger. À l'époque, d'ailleurs, Tomlin ne s'engageait pas vraiment sur le long terme, il prolongeait en fait tous les ans d'une saison. Ce qui fait qu'on se disait peut-être effectivement qu'il attend que Ben décide de partir et que les trois partiront ensemble. Et comme tu dis, il a été signé pour 3 ans, ce qui veut dire qu'il est toujours là, toujours motivé, prêt à repartir. Il s'entend bien avec le nouveau GM Omar Khan. Euh, je vais encore plug mon podcast, mais dans le premier épisode qui est sorti en début d'intersaison, je parlais à Brooke Pryor qui travaille pour ESPN et qui couvre les Steelers, donc il a pas mal d'infos, et qui nous disait qu'en fait, depuis le départ de Colbert, Tomlin a sans doute plus de poids encore dans la franchise, dans les décisions, notamment à la draft. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il a envie de rester. Comme tu dis, il est arrivé très jeune, hein, je crois qu'il avait 32 ans Mmh. quand il a été nommé head coach des Steelers. Il attend. Quand on voit l'âge auquel a terminé un Bill Belichick, par exemple, il y a de la marge pour McTominay encore. Totalement. Bah, c'est ça, c'était 32 ans quand il a été 32, 35. En tout cas, à 36 ans, il a récupéré. C'était le plus jeune head coach à gagner le Super Bowl jusqu'à ce que Sean McVay le dépasse. Donc,
C'est C'est ça. sympa. Si on a un peu on est un peu sorti de notre cadre sur la saison, mais au final on a parlé d'autres choses, donc c'est cool. Euh, un truc moi qui m'a marqué, surtout quand tu regardes un peu l'équipe, c'est le fait d'arriver à faire 17 avec un trio, une QB room de Pickett, Trubisky et Mason Rudolph. Ouais, et puis en plus, en utilisant les trois à un moment de la saison, on a commencé avec Trubisky, on a changé pour Pickett, je crois que c'était le troisième ou quatrième match de la saison contre les Jets à la mi-temps, où on lance Pickett un peu, on le lance au loup quelque part, hein, c'est allez, démerde-toi. Et puis plus tard, je crois que Pickett permet un peu sa place pour Trubisky encore, ça ne dure pas forcément. Et puis on finit les trois, quatre derniers matchs avec Mason Rudolph qui était là depuis des années en tant que backup. Et d'ailleurs, si on regarde hein, la saison prochaine, les trois seront encore backup dans des franchises différentes. Donc ouais, c'était un petit peu un petit miracle. Après, c'est vrai que si vous vous souvenez même des deux saisons passées, il y a eu beaucoup de bruit à Pittsburgh autour du coordinateur offensif, Matt Canada, Oui. qui, Mm. soyons gentils, était un vrai désastre, hein, et il y avait des joueurs qui étaient passés par les Steelers en pré-saison, puis par d'autres équipes qui en parlaient, qui disaient que le playbook, on est sur un niveau lycée maximum par rapport à Green Bay. Je crois que c'était un tight end qui était passé par Green Bay qui disait que à Green Bay, on vous apprend le play, on vous apprend pourquoi vous faites ça, quel défenseur il faut regarder, comment s'ajuster. Alors qu'à Pittsburgh, sous Matt Canada, c'était bah ouais, tu as une cœur de 7 yards. Voilà, démerde-toi avec ça quelque part. Donc clairement, il n'était pas au niveau Matt Canada. C'est la première fois depuis je sais plus, les années 40 ou 50, j'ai oublié la stat, qu'on vire un coordinateur en cours de saison. C'est quand même pas négligeable. Alors c'est vrai qu'il y a quelques fans, y compris moi, hein. Bon, maintenant j'ai passé parce on a la nouvelle QB Room qui est faite. Mais il y en était quelques-uns à se dire ça serait bien quand même de voir Kenny Pickett avec un coordinateur offensif de niveau NFL. Parce que même il y avait beaucoup d'erreurs, hein, Kenny Pickett, il faisait beaucoup d'erreurs de jugement, il n'était pas toujours très précis, mais il a toujours montré cette capacité en quatrième quart-temps à se sublimer et à aller chercher la victoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, on ne peut pas apprendre à quelqu'un. C'est quelque chose qui est inné et il l'avait. Et donc, quelque part, il y avait ce petit espoir que, bien coaché, avec un playbook qui va, avec un playbook qui permet aussi aux joueurs autour de lui de le mettre en valeur, peut-être qu'il aurait eu la capacité d'être un QB titulaire solide en NFL. Je pense que malheureusement, on ne le saura jamais. Il est parti s'enterrer à Philly derrière Jalen Hurts. Mais il y aura toujours un petit regret. Après, c'est vrai qu'on peut parler, quand on parlera de la saison prochaine, de la saison à venir, des nouveaux QB qui sont arrivés, il y a presque tout autant d'espoir, si ce n'est plus. Ouais, bon, on va pouvoir en parler maintenant. On peut aller se diriger tranquillement vers l'intersaison. Vous aviez 8 millions de cap space disponibles. Alors normalement, c'est censé limiter les arrivées potentielles quand t'as que 4 millions, enfin 8 millions pardon, de salaires disponibles. Chez Pittsburgh, on fait pas les choses comme tout le monde. Et il y a eu quand même de belles arrivées. Et pas mal, il y a eu quelques départs aussi. Euh, Anto, si tu devais signer, enfin si tu devais noter le premier un joueur que tu as beaucoup aimé dans l'intersaison des Steelers qui est arrivé ou un départ que tu as aimé également, tu mettrais qui? Surtout en arrivée, on va dire. Ouais, bah déjà en arrivée, bah, on vient d'en parler, donc on peut tout de suite rebondir dessus, je pense, mais faut quand même parler des quarterbacks. Cette année, il y a enfin deux beaux visages normalement qui vont avoir un impact en tout cas plus positif que les dernières saisons du côté des Steelers. Bah, déjà d'une part, il y a Russell Wilson qui arrive du côté des Broncos. Alors pareillement, Wilson, il y en a qui a été critique. Forcément, il a eu 2 saisons un petit peu compliquées du côté de Denver. Moi, je pense qu'il faut souligner, il a été en partie, fautif, mais c'était pas le seul, hein, clairement, les Broncos, le staff, sont aussi responsables, je pense, de son désastre. L'année dernière, il finit quand même plutôt bien la saison. Du coup, il y a du positif et puis par rapport aux Broncos, les Steelers, ils l'ont signé pour une saison et pour pas trop cher, donc il y a pas trop de risques. Même si, Ouais, minimum même, et c'est les Broncos qui le payent une trentaine de millions. Donc voilà. merci Denver aussi, c'est grâce à eux que c'est possible. Donc même s'ils se ratent, au pire, on va dire que ça va pas du tout impacter les Steelers, c'est pas trop grave. Et puis derrière, il y a, Justin Fields. Alors, Alex, on avait fait ensemble le podcast sur les Bears. Et donc, je vais pas me répéter parce que moi, c'est un quarterback, Justin Fields, que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a aussi du gros potentiel. Il n'a pas forcément été bien exploité du côté des Bears et je pense aussi que mentalement, il a évolué. Ça veut dire que il faisait pas trop d'efforts au début pour moi, Fields, et puis maintenant, il commence à se développer, il commence à un peu prendre le jeu au sérieux. Ça va être souvent on le compare à Lamar Jackson, c'est-à-dire voilà un gros bras, beaucoup de courses, hein, il a des jambes, il va savoir courir. Euh,
et ça va être sûrement le quarterback du futur du côté des Steelers. Donc voilà, il va apprendre derrière Wilson. J'avais lu que Wilson il s'était blessé. Il Est-ce que c'est reprend doucement. Il a raté en gros les 6-7 premières sessions du training camp. Puis il a repris, je crois, à la septième où il a fait 2 hand-off pour Najee Harris et rien de plus. ok? Je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé hier, mais je crois qu'il a repris un petit peu plus. Donc ça va être progressif, mais sa blessure, c'est rien de grave. Ouais, Mais donc effectivement, voilà. ça permet à Justin Fields d'avoir allez, une semaine, si ce n'est 10 jours avec la première équipe. Et apparemment, il a l'air de bien utiliser l'opportunité. Donc, c'est un bon problème à avoir si on a deux bons QB qui sont capables de mener cette attaque. Ouais, moi je pense. Oui, vas-y, Alex. J'allais dire le rôle que Justin Fields prend. C'est étonnant que Kenny Pickett ne le prenne pas si on veut faire une transition avec ce qu'on disait tout à l'heure. Pickett qui a décidé visiblement quand Russell Wilson est arrivé de dire moi je veux aller ailleurs. Pour comme tu dis Romain pour s'enterrer derrière Jalen Hurts. Alors que s'enterrer derrière Russell Wilson c'est pas non plus s'enterrer trop quoi. T'as encore les bras, les jambes, c'est un peu tu te mets les pieds dans le sable Ouais, à la mer et t'as un c'est moyen de t'en ça. sortir. Après, je pense qu'il y a une vraie question d'ego. C'est-à-dire que, à ce que j'ai lu, en tout cas, quand Russell Wilson est signé par les Steelers, Pickett n'est pas au courant. Kenny Pickett l'apprend quasiment comme nous sur Twitter. Et je pense qu'il a assez mal pris. Je pense que lui aussi, hein, comme on disait tout à l'heure, se disait, allez, je vais avoir au moins une saison avec un nouveau coordinateur pour montrer ce que je sais faire. En plus, voilà, c'est Arthur Smith qui arrive. C'est quand même un gars expérimenté, alors qu'on aime ou pas sa façon de faire et son système. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sérieux qu'un Matt Canada, si on est honnête. Et je pense qu'il a mal pris Kenny Pickett simplement de ne pas être mis au courant, en tout cas voilà, de perdre sa place comme ça et de la prendre alors qu'il est en vacances et qu'il a préféré quitter cet environnement-là. Pour Justin Fields, c'est un peu différent. Lui est arrivé alors que les Steelers avaient déjà signé Russell Wilson, donc il sait dans quoi il s'engage. Et voilà, Justin Fields, c'est aussi quelqu'un qui a un ego assez important, hein. Je me rappelle de quand il était au lycée, qu'on avait vu sur QB1 sur Netflix. C'était pas le mec le plus appréciable de la série, soyons honnêtes. Je pense qu'il a un peu progressé, un peu gagné en maturité aussi. Mais voilà, au moins il sait dans quelle situation il arrive. Il sait que Russell Wilson arrive en fin de contrat à la fin de la saison et que quelque part les Steelers se disent bah, allez-y les gars, vous êtes deux, montrez qui on doit prolonger. Ce Fields, c'est pareil, il y avait sa cinquième option à prendre par la franchise. Les Steelers l'ont pas fait. Donc à la fin de la saison, les deux seront un petit peu dans l'attente de savoir ce qui se fait. Donc voilà, ils ont allez, 17 matchs pour prouver que c'est eux le QB pour au moins les 2-3 prochaines saisons, si c'est Wilson, si ce n'est plus, si c'est Fields. Ouais, j'ai l'impression que t'as pas vu le prix que ça t'a coûté pour les deux. Là, ta Cubiroom, elle te coûte quoi 6 millions à tout casser, même pas. Juste comme ça. C'est fou. Enfin, c'est trop bien. Moi, je trouve pour avoir deux QB qui Ouais, et puis sont ça, très hauts, quoi. ça permet d'avoir des options. Et puis, on en parle beaucoup moins parce que tout le monde dit les Steelers ont deux nouveaux QB. Non, on en a trois. Il y a Kyle Allen aussi qui est arrivé. Il sera évidemment pas titulaire. Mais en backup, c'est quelqu'un de solide. Donc, s'il arrive à prouver aussi qu'il est capable de mener cette attaque, pareil, de ce que je dis du camp d'entraînement la première semaine, il a l'air de faire plutôt bonne impression. Il pourrait très bien être numéro 2 l'année prochaine. Et puis, un serait Wilson ou Fields selon qui on veut garder. C'est aussi important d'avoir un backup solide. Pendant des années, les Steelers n'avaient pas à se poser la question avec Charlie Batch, par exemple. Et puis après, une fois que Ben a commencé à vieillir, on avait une deuxième option qui était différente tous les ans. Ben, malheureusement, se blessait beaucoup et c'est quelque chose, on a aussi perdu des matchs parce qu'on n'avait pas une deuxième option solide, hein. Donc voilà, je suis assez content d'avoir ces trois QB, pas seulement les deux premiers, le troisième aussi. Et ça me permet dans une bonne position et d'aborder la saison au moins sur ce poste avec un petit peu de confiance, même si on est toujours dans l'attente de savoir qui sera le vrai titulaire et qui jouera 17 matchs. Yes, totalement. Et si t'avais d'autres joueurs que tu pouvais mettre en avant lors de cette intersaison, des joueurs où t'es content qu'ils soient arrivés, alors peut-être qu'on va sûrement parler Patrick Quinn, j'imagine. Évidemment. En défense, par exemple, c'est sûr que c'est Patrick Quinn. Je pense que personne ne s'y attendait. J'ai pas vu de rumeur, même que les Steelers lui parlaient avant que ça soit annoncé. Donc, très grosse surprise. D'autant qu'au poste de linebacker à l'intérieur, on a eu quelques soucis de blessures l'année dernière avec, je crois qu'on finit la saison avec les trois premières options blessées. Cole Holcomb, d'ailleurs, qui était le premier à se blesser gravement, à ce que je vois, il n'est pas proche d'un retour. Donc, on se dirige vers éventuellement un Elandon Roberts pour être aux côtés de Patrick Quinn, qui a fait une bonne saison Roberts l'année dernière. Deux profils qui seraient à peu près complémentaires. Et puis, on a aussi, je sais pas si on a une partie différente sur la draft, mais on a un garçon qui s'appelle Peyton Wilson, qui a été drafté au même poste, pour lequel on a aussi beaucoup d'espoir. Pareil, il a des soucis de blessure, mais quand il est là, il est incroyable. Donc, voilà, c'est un poste qu'on a vraiment renforcé. Si je pense à il y a 2 saisons, c'était vraiment le gros trou dans cet effectif. L'année dernière, déjà, on ramène Cole Holcomb et Landon Roberts, ça fait beaucoup de bien. Mais là, de ramener Patrick Quinn en plus de ça,
on passe vraiment dans une autre dimension. Et bon, quelque part, le point faible de la défense a shifté autre part, hein, mais on a vraiment renforcé quelque chose qui nous posait beaucoup de problèmes, notamment contre la course. Donc ça fait plaisir. Euh, Après les autres arrivées, il y en a une que j'aime bien, qui est intéressante, c'est Cordarrelle Patterson. Il sera très peu utilisé comme running back, encore que on disait sans doute ça l'année dernière quand les Falcons ont drafté Bijan Robinson et puis finalement Cordarrelle a pris pas mal de touches, mais avec les nouvelles règles de kick-off, d'avoir un vrai spécialiste. Je crois qu'il a 9 retours de kick-off pour un touchdown en carrière, quelque chose comme Ouais, ça, c'est le record de la record. NFL. C'est ça. Donc voilà, l'avoir, c'est très bien. Il semble que les Steelers se sont intéressés très rapidement à ces nouvelles règles pour essayer de voir comment on peut s'en servir. Et signer Patterson dans la foulée, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Encore une fois, en termes de retour de kick, depuis des années, on est encore en grande difficulté. J'ai pas la stat, mais je crois que sur les 6-7 dernières années, il y a Juju qui doit en mettre un. Déjà, je parle de Juju, ça fait quelques années qu'il est plus chez nous. Donc voilà, encore une fois, on va se rattraper, c'est assez bien. Et un autre nom qui est peut-être moins connu, qui est assez intéressant, c'est un free agent qui n'était pas drafté, un Benny Bishop, qui vient, je ne sais plus d'où il vient, West Virginia, je crois, je dis peut-être une bêtise, mais qui est non drafté et qui apparemment serait la première option dans le slot. C'est encore une fois un poste, on a un petit peu galéré. On a eu Patrick Peterson qui a dépanné, mais bon, le pauvre, il fait le 100 mètres en 25 secondes maintenant, donc c'était un peu compliqué. Voilà, Benny Bishop serait vraiment la première option à ce poste-là. On peut parler aussi de Cameron Sutton qui est revenu avec tous ses soucis à Détroit. Mais de toute façon, il est suspendu pendant les 8 premières semaines. Donc, il y a une vraie opportunité pour Bishop de se faire une place de titulaire très tôt. Et ça peut être intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir. Ça peut être le faux espoir qu'on se fait toutes les années au camp d'entraînement. Mais ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il peut donner. Un profil un petit peu à la Mike Hilton qu'on n'a pas retrouvé depuis son départ. Pour parler rapidement de Patterson, en plus il arrive avec Arthur Smith, donc on peut Ouais. retirer tout Exactement. espoir. Enfin, tu peux des espoirs qui soient pas forcément alignés en running back, j'ai un doute. Après, pour Oui, ce c'est temps vrai. running back, ça peut, bon après, ça peut faire un bon Ouais. complément à ce que tu as, Après, quoi. derrière, Bah ouais, non, derrière mais Najee Harris et Jalen Warren, il y a peu de ouais. place a priori, hein. Les deux sont quand même top. Et puis, les deux sont adorés aussi par Matt Tomlin. Donc, voilà. Ah ouais, Tomlin a non, mais tendance à laisser vraiment l'attaque à son coordinateur et à s'impliquer plus dans la défense. Il y a quand même des chances aussi Najee et Jalen Warren sont moins utilisés que ce qui plaît à Tomlin. Il intervient et dit Arthur Smith, hey, Ouais. regarde les deux cracks que tu vas utiliser. non, non, mais de toute façon, même Cordarel, moi je trouve ça super intéressant parce que bon, moi j'en parlerai après parce que moi ça me déplaît, mais il va retrouver du coup, comme tu l'as dit, Alex, Arthur Smith du côté de l'offensive coordinateur. Mais c'est surtout que même l'année dernière, il était utilisé de temps en temps après Bijan Robinson et Tyler Allgeier et ça fonctionnait bien. C'était une running back room qui tournait bien, qui avait de l'impact. Surtout que c'était des joueurs avec des profils différents. Et là, pareil, avec Najee Harris et Jalen Warren, Cordarrelle, c'est pas du tout le même profil. Du coup, alors c'est sûr pour les kicks retournent, en plus avec la nouvelle règle, ça va avoir vraiment de l'impact et avec un joueur avec de l'expérience et du talent comme ça, je pense que ça va le faire. Mais ça sera toujours une option de secours en plus. Et puis même s'il y a un Najee Harris ou un Warren qui se blesse, je l'espère pas, il y aura toujours un second couteau C'est qui peut être utilisé, qui pourra avoir de l'impact immédiatement. Donc c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un bon coup fait par les Steelers. Mais comme tu dis, typiquement, les profils des running backs sont différents. Par exemple, un Jalen Warren a été beaucoup utilisé en troisième dame la saison dernière parce que Najee est quelqu'un qui est peut-être un peu plus latéral et qui va pas faire voilà, one cut et directement tout droit. Jalen Warren le faisait très bien. Si je dis pas de bêtises, avec Atlanta, Cordarrelle Patterson était aussi utilisé dans ce rôle de troisième dame. Donc effectivement, si un souci venait pour Warren, je pense que sur troisième dame, on passe directement à Cordarrelle et on laisse Najee dans son rôle habituel. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous avez aimés lors de cette free agency dans les arrivées? Chez Agency, après, il n'y a pas eu grand monde. Il y a eu un trade Ouais. avec le départ de Deontay Johnson qui a créé un gros trou au poste de wide receiver. En échange, on a récupéré Deontay Jackson qui vient de Carolina. Euh, c'est un peu un recrutement typique de Mike Tomlin, c'est-à-dire que c'est un joueur qu'il aime beaucoup pendant le process de draft, qu'il n'obtient pas. Et puis 3, 4, 5 ans plus tard, le joueur est disponible, souvent parce qu'il a sous-performé. Et il va le chercher parce qu'il est resté sur ce profil de draft. Parfois, ça marche très bien, parfois, ça marche moins bien. On verra. J'avoue, je connais assez peu Dante Jackson. Et j'ai vu qu'il a déjà pris 2-3 TD sur la tête pendant le camp d'entraînement. Donc on verra comment ça se passe. Mais c'est une room qui est intéressante aussi, la room des corners. On a promu Joey Porter option numéro 1 comme ça. Après, quelque part, il a fait une demi-saison l'année dernière, hein, pas plus. Il a été propulsé titulaire autour de la semaine 8 ou 9. Donc c'est un risque qui est pris.
avec assez peu de profondeur. On a pareil, les backups, ça va être un Corey Trice qu'on allait chercher en début de saison dernière, qui va être dans sa deuxième année, je crois. Euh, non, pardon, je confonds avec, comment il s'appelle? Corey Trice, on l'a drafté, il a été blessé toute la saison. Comment ça s'appelle? Darius Rush, je crois, qu'on a été allé chercher, je sais plus où il était drafté. Indy ou Jacksonville, quelque chose comme ça. On allait le chercher après la Coupe des 53. Il a joué un petit peu la saison dernière. Mais on a deux options qui ont été draftées l'année dernière. Donc en backup, c'est jeune. C'est une room qui est très très jeune. Mm. Ça peut être très bien pour le futur si ça fonctionne. Ça peut être assez catastrophique si ça fonctionne pas tout de suite. On a très peu d'expérience, mais c'est intéressant en tout cas. Mike Tomlin, c'est le genre de femme qui écrit à des prisonniers en disant je peux le réparer. C'est Oui, complètement. Complètement. c'est ça. Ça envoie des lettres un peu partout dans les mecs qui sous-performent et dire viens chez nous, ça va le faire. Tu, tu parles de prisonnier, on peut revenir sur Cameron Sutton, hein. Là, la Est-ce qu'on va. comparaison est un petit peu trop. C'est vrai, en plus pour le coup. Bon, on a parlé un peu de ce qu'on a aimé. Est-ce qu'on a envie de parler des choses qu'on a un peu moins aimées? Ça peut faire une transition, sûrement, j'imagine, Romain. Est-ce que toi, Deontay Johnson, son départ, c'est quelque chose qui t'a fait de la peine? Si je suis honnête, oui. Je pense que c'est un joueur extrêmement talentueux en termes de création, de séparation. Je crois qu'il a fait une saison, il était premier dans la ligue. Il a une capacité à changer de direction qui est super impressionnante. Mais j'ai fait mon deuil depuis. C'est vrai qu'il y a eu trop de problèmes avec Deontay Johnson. Très talentueux, mais peut-être, je sais pas si c'était des sauts de concentration ou ce genre de choses, mais le nombre de fois où on l'a vu passer le first down et repartir dans la direction inverse, quand même, voilà. Il travaille un petit peu. Il y a eu des soucis aussi de son implication au niveau des blocs la saison dernière, mais ça c'est le cas un peu de tous les receveurs. Il y a eu des petits sauts d'humeur aussi, donc bon, j'ai envie de dire tant pis. On verra qui sont les joueurs qui arrivent pour prendre sa place. Il y a encore un point d'interrogation là-dessus. Mais voilà. Est-ce que, bon, j'ai toujours espoir que Deontay Johnson soit capable de plus. Il a le talent pour, mais est-ce qu'il a la tête pour? Je ne suis pas certain. Donc peut-être qu'on se serait entêté avec tous les ans et qu'on aurait eu les mêmes problèmes et qu'on aurait été très très frustrés. Donc déçu sur le moment, mais j'ai envie de dire tant pis. Passons à autre chose. Très clair, très clair. Et est-ce que, Anto, toi, est-ce que t'as des. Bon, toi, c'est peut-être Arthur Smith ou t'es un peu moins content de son arrivée? Ouais, je suis d'accord attends, je bug là. Pour Deontay Johnson, j'étais déçu, pareil qu'il parte. Mais ouais, moi en fait, ce qui m'énerve, c'est que Pittsburgh, vous arrivez à vous débarrasser d'un Matt Canada après 3 saisons, c'est ça? Vous l'avez eu pendant 3 saisons? Ouais, c'est Comme ça, ça, ouais. c'est 3 saisons. Et alors, donc, en fait, voilà, vous sortez la tête de l'Avalanche Canada, et puis vous criez, et puis vous retombez une avalanche qui s'appelle Arthur Smith qui revient sur vous. Et alors, certes, alors, faut aussi nuancer. Arthur Smith, il a eu là 3 saisons, comme Canada, désastreuses du côté des Falcons en tant que head coach. On est d'accord pour dire qu'un head coach n'est pas forcément un bon DC ou un bon offensive coordinateur. Et un bon défensif coordinateur ou offensive coordinateur n'est pas forcément un bon head coach. C'est quand même des postes et des profils totalement différents. Avant ça, Arthur Smith, il était du Titan. côté des Titans. C'était plutôt pas mal. Bon, alors après, il était bien aidé par un monstre, d'ailleurs, que vous allez retrouver les Steelers la saison prochaine, qui s'appelle King Henry, hein, du côté des Ravens. Donc voilà. Mais en fait, moi, j'ai pas du tout aimé parce qu'il y avait quand même un impact assez fort au niveau offensif du côté des Falcons pendant ces 3 saisons de la part de Smith. Et ben, on en a parlé il y a pas longtemps, Alex, avec PA. Et pareil, en fait, hein, l'attaque des Falcons, elle faisait pas rêver. On va dire que les, les gros playmakers, les gros joueurs, ils étaient sous-exploités. Les quarterbacks, pareil, ça faisait pas rêver du côté des Falcons. Et donc, j'ai peur que ça revienne un peu sur ça. Alors, j'espère qu'il me fera dire le contraire et qu'il va se retrouver, je dirais peut-être moins. Il va peut-être se retrouver plus libéré en étant juste offensive coordinateur que head coach parce que t'as peut-être moins de pression parce que forcément le head coach c'est lui qui prend un peu tout, c'est un peu celui qui est visé à chaque fois. Donc voilà, j'espère pour lui, mais moi je suis pas du tout content de ce move. Je partage un peu ton avis. En tout cas, ma première réaction était assez négative. Aussi parce que les autres noms qui étaient liés aux Steelers étaient peut-être des mecs plus jeunes, plus modernes, avec une approche un peu plus différente finalement de ce qu'on avait.
Arthur Smith, ça reste très traditionnel. Et puis pour moi, il y a une incohérence au niveau des quarterbacks qui est que, comme tu disais, Smith chez Tennessee, il a, il a participé finalement à l'éclosion tardive de Ryan Tannehill. Très bien, excellent. Par contre, il arrive à Atlanta et beaucoup de difficultés avec des QB un profil un peu différent, qui sont plus des dual threats, comme on dit, avec Marcus Mariota par exemple. Et donc, a priori, c'est quelqu'un qui avait plus un profil pour prendre Kenny Pickett sous son aile qu'un Justin Fields, basé sur son expérience. Et finalement, on le fait venir, on se débarrasse de Kenny Pickett et on fait venir Russell Wilson et Justin Fields qui ont des profils plus hybrides avec lesquels Smith n'a pas forcément eu de réussite. Mais pour moi, c'est le gros paradoxe. Après, il y a d'autres éléments qui vont être intéressants et encore une fois, peut-être que je me mens moi-même et que j'essaye de me convaincre au fur et à mesure des semaines. Mais sous Canada, par exemple, les Steelers n'utilisaient pas du tout le milieu du terrain. On passait que sur les sidelines. Au milieu, c'était un désert géant. Smith a tendance à bien utiliser cette partie du terrain, notamment avec ses tight ends. Et je pense à un mec comme Pat Freiermuth que j'adore, qui est extrêmement talentueux et qui a été sous-utilisé sous Matt Canada, mais de manière criminelle. Et donc j'ai bon espoir que ça puisse être une vraie très très grosse saison pour Freiermuth, d'autant qu'il a l'air de développer un bon rapport avec ses deux QB. Donc voilà. Il y a aussi des avantages a priori. On a quand même, voilà, on avait une faiblesse. On ramène quelqu'un qui a des forces et des facilités avec ce secteur-là. Donc il y a aussi des bonnes choses a priori. Il faudra vraiment voir comment ça se goupille. C'est vrai que voilà, sur le coup, je préférais quelqu'un de très moderne. On n'y est pas. C'est pas la manière Steelers, hein. Pour arriver à la modernité d'aujourd'hui, il faudra attendre encore 10 ans. Mais bon, ça sera mieux que Matt Canada de toute façon. Et puis il a des choses à faire valoir. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord. Et après, j'espère qu'il va pas non plus revenir sur une caricature parce qu'il a une bonne, du côté des Steelers, il a une bonne running back room. On l'a dit tout à l'heure. Et en plus, il a Fields qui court. Pareil, Wilson, il peut aussi un peu courir. Bon, bientôt, il va courir avec un déambulateur parce que la vieillesse le rattrape. Mais il a encore des jambes. Wilson, il peut encore faire quelques courses. Donc, j'espère qu'il va pas repartir sur cette caricature. Et je suis d'accord avec toi, Freiermuth, gros talent. Quand les quelques fois où il était vraiment utilisé, bah, on voyait qu'il avait de l'impact, mais pas assez utilisé. Moi, il m'a pourri ma fantaisie l'année dernière, Freiermuth, donc j'espère que cette année, il va enfin être mis un peu en avant, il va être utilisé avec tout son talent qu'il a. Ouais. Top. Moi, si je devais rajouter Oui, un il a un joueur. talent pour, c'est sûr. Oh, vas-y, pardon. Vas-y, Robin, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y, J'allais j'allais juste passer à autre confirmer chose, donc confirme. ce qu'Anto disait sur Freiermuth. Non, j'avais juste confirmé, voilà, sur Freiermuth, je pense qu'il y a vraiment un upside qui est énorme. On l'a vu dès sa saison rookie, il a fait une super saison rookie. Moi, je le voyais top 10 tight end dans la ligue la saison suivante. Et puis, il y a eu le désastre Marc Canada qui a dit, mais je te connais pas, t'es du terrain, je regarde pas là-bas. Donc, je sais pas qui tu es. Voilà. Après, on n'a pas parlé de la ligne, je sais pas si tu veux passer là-dessus aussi, mais ça, c'est un gros développement qui va être intéressant. Un chantier pas mal avec encore quelques questions, mais 3 joueurs draftés quand même sur les 4 premiers tours par les Steelers sur la ligne offensive. Ouais. Donc un vrai gros chantier qui va aussi dans le sens de ce jeu de course en priorité avec Arthur Smith et avec les joueurs qu'on a au poste de running back. Ça va être aussi un poste intéressant à garder. Ouais, c'est ça, j'avais parlé du départ de Mason Cole en center qui a joué tous les snaps la saison dernière. Mm. Voilà. Bon, Oui. après, il est remplacé, on pourra en parler quand on parlera de la draft. Mais moi, le joueur aussi Ouais. dont j'allais parler un peu plus, moi, c'est Patrick Peterson, qui, certes, a 34 ans, allait sûrement te coûter cher et t'avais pas beaucoup de cap disponibles. Au final, il est toujours pas signé aujourd'hui. Je trouve que depuis qu'il est chez vous, il fait des bonnes saisons. C'est quoi, ça fait 2 ans maintenant qu'il était là, si mes souvenirs sont bons. Euh, Ah ouais, non, juste cette année, il était je aux sais pas s'il Vikings a fait avant. 2 saisons. Non, non, il a Je fait les crois qu'il a fait Vikings qu'un avant. an, ouais. Mais je trouve qu'il était bon en Ouais, tout cas t'es cette gentil saison. quand tu dis qu'il a fait une bonne saison. Après, ça dépend. Il a commencé en tant que corner, donc sur l'extérieur, où tu voyais que l'âge, malheureusement, le rattrapait un petit peu et qu'il s'est fait manger en vitesse et sur les jeux profonds assez rapidement. Et puis, quand Joey Porter a pris la place de titulaire sur l'extérieur, on l'a utilisé à 2 postes. D'abord, il est passé dans le slot, où malheureusement, je crois que c'était encore plus visible qu'il n'avait pas il avait plus les jambes quoi, pour suivre les changements de direction. Le pauvre, il tombait alors que voilà, en face, ça partait à pleine vitesse. Là où il a eu un petit peu plus de succès, c'est quand il a fini la saison en tant que safety. Et à l'époque, il a même déclaré que ouais, il a bien compris que pour lui, pour étendre sa carrière, ça serait à ce poste-là. Il y a des rumeurs qui pourraient être re-signées juste avant le début de la saison, en fonction des besoins. Son expérience dans le vestiaire serait sans doute une bonne chose.
Ouais, je pense Le aussi. fait qu'il dévoile un petit peu tout ce qui se passe dans le vestiaire à tout le monde sur les réseaux, c'est une moins bonne chose. Ouais. Mais je pense que sur le terrain, honnêtement, puis au poste de safety, on a recruté aussi un DeShaun Elliott qui va prendre une place de Ouais. titulaire à côté de Minka. Je vois pas un besoin immense pour Patrick Peterson. Ok. Bah écoute. Ça devait être la fin de saison quand je voyais que ça jouait bien côté Steelers où je me disais ah Peterson il est pas si mauvais mais effectivement j'avais pas vu le côté safety de son côté. Ok. Ouais, Bah, c'est ça. mais ouais, bah, Deshaun Elliott pour le coup très bon. Hein. Moi en tant que fan des Dolphins ça me fait chier. On a perdu les trois quarts de nos playmakers en défense côté Dolphins et bon c'est comme ça mais ouais Deshaun Elliott je trouve que c'est une bonne recrue chez vous ça pour le coup. Puis ça fera un bon duo de Ouais, lancers pareil, au poste de Dolphins sans safety, on pote de avait. safety chez vous quoi. C'est vrai, c'est vrai, ils en parleront sans Putain. doute pas que des bonnes choses, mais ils en Quelle parleront un honte, peu, ce j'imagine. trade me hante encore. Ah Ouais, là bah là. nous on est contents, hein. Je vais pas Bah, je comprends. t'apprendre grand-chose en te disant, mais on est contents, hein. Quel cata. Trade horrible, trade horrible, horrible. Premier tour. En plus, je sais même plus pour qui on s'en est servi. Sûrement Austin Jackson, donc ça passe. Mais. Ouais. Non, après, la grosse boulette que vous avez fait, c'était de le trader aux Steelers en pensant que ça vous donnerait un choix plus haut à la Mais oui! draft. Alors, je crois que vous avez deux autres options, dont Chicago, non? Ah, mais ce qui était Et débile, bon, c'était que finalement, voilà. vous étiez moyen, enfin, vous étiez pas bon à ce moment-là. Genre le pic, il était projeté très haut. Un peu de Et. Ben venait de se blesser. Ouais, C'est sauf pour que ça. derrière, vous Je en crois êtes que ça était sorti autour de la deuxième semaine. Voilà, exactement. Exactement. avec une Je crois que défense c'est qui la saison fonctionne où bien. on a des Surprenant. inconnus. Ouais, exactement. Puis je crois qu'il fait un pick six dès son premier match chez nous. Ouais, Donc c'était horrible. ça a dû vous amuser un peu, ça aussi. C'était très appréciable, très appréciable. C'était l'année où on tankait, on avait trois pics de draft au final. C'était l'année où on draft Tua, Austin Jackson et Ouais. Bino Bene à la fin du premier tour. Donc des souvenirs un peu sombres. Mais bon, c'est c'est comme Je suis ça. désolé de te les rappeler, mais Non mais c'est comme ça. assez peu de regrets de notre côté. On a poussé les Steelers jusque loin histoire de pas en penser, de pas y penser tout de suite et puis voilà. Je pense que ça conclut un peu cette partie free agency si ça vous va et on peut passer à la Oui, draft. Ben, on va passer à la oui, draft donc. allons-y. Allez, on va récapituler tous les picks. Au premier tour, avec le pick 20, vous récupérez Troy Fautanu, offensive tackle de Washington. Au deuxième tour, Zach Frazier, un center de West Virginia. Au troisième tour, avec le pick 84, Roman Wilson, receveur de Michigan. Et au pick 98, Peyton Wilson, linebacker de North Carolina State, dont tu as parlé un petit peu, Romain, tout à l'heure. Au quatrième tour, un offensive guard, Mason McCormick de South Dakota State. Et au sixième tour, deux choix. D'abord un defensive lineman avec Logan Lee d'Iowa et un cornerback Ryan Watts de Texas. Euh, une draft qui a l'air comme ça. En tout cas, de ce que j'en entends, c'est toujours la même chose avec les Steelers, hein, mais ça a l'air d'être une bonne draft. Euh, Anto, est-ce que tu as envie de commencer sur quelque chose dessus? Ouais, 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 totalement. Bah, comme dans un autre podcast, comme disait Victor Roulier, la draft des Steelers n'est pas flashy, mais elle est efficace. Donc finalement, des fois, il faut peut-être mieux ça. Alors après, forcément, c'est que de la spéculation pour l'instant encore. On verra. La draft, ça se juge toujours sur le long terme. Mais pourquoi pas, hein, si c'est efficace, tant mieux, hein. Vaut mieux avoir ça que d'avoir un mec qui surperforme et puis tous les autres pics qui tombent vraiment dans l'oubli. Donc, bah, faut espérer. Ouais, moi j'aime bien Roman Wilson pour le coup. Alors c'est l'autre Wilson, wide receiver du côté de Michigan. Troisième. Ouais, exactement. Bah, qui pour moi répond à un véritable besoin parce que comme on l'a dit tout à l'heure, mais Deontay Johnson, il est parti et je pense qu'il y avait besoin de muscler un petit peu la room des wide receivers. Il a une très bonne vitesse et il va pouvoir aussi élargir le jeu vertical. Du coup, je pense qu'avec Pickens, ça va bien matcher et ça va pouvoir étendre les possibilités de jeu et étendre les défenses adverses. Et surtout, le point super important de son côté, c'est qu'il s'est très bien bloqué pour un receveur. À Michigan, on lui demandait de bloquer, il a appris à bloquer, il sait bloquer, il aime bloquer. Donc, ça va pouvoir, bah, d'un côté, faire des ouvertures pour le jeu au sol. Ça va pouvoir aussi faire une défense supplémentaire pour le quarterback, pour lui laisser le temps, pourquoi pas, de faire une passe. Donc je pense que Wilson, c'est un très bon pick, c'est un très bon choix.
Ouais, je suis très impatient de le voir jouer aussi. Malheureusement, il s'est blessé là dès le début du camp d'entraînement. Je crois que c'est une grosse entorse de la cheville, donc il devrait être là, mais il va manquer du temps qui est important, surtout pour un rookie. Après, le petit bémol que je mettrais sur Roman Wilson, c'est que beaucoup de talent, il va avoir besoin de prendre un petit peu de masse en plus. Ouais. Et surtout, je veux pas qu'il arrive en deuxième option. C'est l'envoyer au feu, c'est trop dangereux, puis c'est aucune garantie pour nous. Et donc j'aimerais bien le voir en troisième option, occuper le slot. On a eu aussi pas mal de difficultés, parce que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, le centre du terrain ne l'utilisait pas. Mais j'aimerais bien le voir dans ce rôle-là. Et la question, c'est qui sera le numéro 2 ou le numéro 1 d'ailleurs. Mais a priori, Pickens est bien parti pour être Mm. numéro 1 dans l'esprit du staff. Donc il y a une grosse question pour le numéro 2. On a recruté pas mal de free agents qui vont y postuler, mais très honnêtement, je ne les vois pas, hein. Je pense que Van Jefferson apparemment est celui qui est en pole position actuellement. Ouais, ça J'aime fait bien Van juste, hein, Jefferson, hein, Van si on regarde ses Jefferson. stats, Ouais. ouais, ouais. Ah, ça fait Si je dis juste, pas de hein. bêtises, il a fait une saison à 50 réceptions en carrière. Ouais. Le reste, en dessous, avec des blessures, certes, mais voilà, tu as peu de garanties. Il y a Quez Watkins qui est arrivé, je crois, de Philly. Pareil, c'est 3 4e option là-bas. Scotty Miller qui arrive aussi. Alors, effectivement, il avait eu une bonne relation avec Tom Brady, donc on avait un petit peu tous connu à ce moment-là, mais depuis, le pauvre, il a du mal à se faire une place en NFL. Donc voilà, il y a très peu de garanties et forcément, ça parle de trade, ça a parlé de Courtland Sutton, ça a parlé beaucoup de Brandon Ayuk. Ça n'a pas l'air de se concrétiser. J'ai cru lire hier qu'Ayuk apparemment allait finalement prolonger à San Francisco. Après, je crois que la source était un peu bizarre, donc il n'y a aucune garantie. Mais voilà, il y a un gros point d'interrogation pour le deuxième poste. Et T'as pas je, parlé de je pense Calvin que ça serait Austin. faire. Calvin Austin, c'est pas possible. Parce qu'il avait fait une Ouais, bien bonne fin de sûr. saison. Moi, j'ai bien aimé le joueur. Quez Watkins, moi, j'aime bien pour le coup en deuxième Oui. option potentielle. Parce qu'il était quatrième, certes, mais il faut voir ce qu'il y avait devant lui aussi, quoi. Ouais, Mm. je suis assez d'accord avec toi qu'en fait, Quez Watkins, je pense qu'il a le plus de potentiel. Les autres, quelque part, arrivent en plus vers la trentaine, si ce n'est ils l'ont déjà, donc tu sens qu'il n'y a pas forcément de place pour se développer. Quez Watkins, peut-être. Il a les qualités physiques, c'est certain. Après, il va falloir aligner la technique avec le physique. Mais tu parles de Calvin Austin, ouais, alors c'est un petit peu frustrant avec Calvin Austin parce qu'à chaque fois qu'il y a un camp d'entraînement, il cartonne. Et dès le premier jour, il va t'envoyer des touchdowns de 60 yards et tu te dis, bon, c'est sa saison. Et puis finalement, ça ne se concrétise pas vraiment. Celui qui a été impressionné par Calvin Austin, c'est Russell Wilson. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il faudra voir comment ça se goupille dans l'attaque d'Arthur Smith. On a eu beaucoup de mal à trouver un rôle. Ça fait allez, 10 ans que les Steelers essaient de trouver quelqu'un qui est ultra rapide comme ça. Ils draftent des gens et finalement, ils n'arrivent pas à les utiliser. Alors, je vais réveiller des fantômes et des cauchemars chez les fans des Steelers. Mais on avait Dre Archer il y a bien 8-9 ans de ça, qui était pareil, un mini running back slash receveur ultra rapide. Et finalement, bon, on n'avait pas réussi à l'utiliser, on l'avait coupé très rapidement. Donc, voilà. On verra comment ça se passe avec Austin, mais je pense qu'il manque encore voilà, d'une option solide avec de l'expérience sur laquelle on sait qu'on peut compter, qu'on n'a pas actuellement. Ouais, et comment dire, moi, Calvin Austin. Non, pardon, c'était Quez Watkins. Quez Watkins, vraiment, j'aime beaucoup. Scotty Miller, j'ai du mal. Van Jefferson, l'année dernière, on pensait qu'il allait faire quelque chose aux Rams. Au final, il a rien fait du tout. Non. Alors qu'il y avait de la place. Et bon, après, il y avait de la Ouais, place. On savait pas ce que Pukanako allait donner au moment où c'est arrivé. c'est Mais vrai. ouais, Ouais, mais c'est. Van Jefferson Ouais. a pas une saison référence et encore, Ah, il l'a c'est pas. très light, c'est pas malheureusement c'est pas solide, hein. Ouais, moi, Quez Watkins, j'aime Je- beaucoup l'arrivée. Je pense que ça peut être sympa. Je pense qu'il y a de la place. Mais J'espère. bref. On- J'espère que tu as raison. Après, comme je disais sur Patrick Peterson, peut-être que l'apport de Van Jefferson sera plus dans l'expérience et dans la présence du vestiaire. Mais bon, après, c'est avec les nouvelles règles maintenant, on peut avoir des vétérans sur les practice squad. Ça serait peut-être une autre solution. Je ne sais pas si lui l'accepterait, mais Et pour revenir je vois sur son apport plus dans le vestiaire que sur le terrain. ouais, pour revenir sur Roman Wilson, t'as dit qu'il était blessé, mais Russell Wilson est blessé aussi. Donc, il perd pas de temps avec son QB. C'est le. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Ouais. C'est très optimiste comme façon de voir les choses. J'aime bien. Faut voir les choses d'une manière comme on peut, quoi. Ils vont s'entraîner dans la salle Ouais, d'attente du médecin tous les 2, ça va être parfait et puis, Bah, voilà, c'est et ça. puis ils seront prêts. tu sais, quand on parlait de Cup et de Stafford, c'était parce qu'ils prenaient le petit-déj ensemble, hein. Donc, Ouais, c'est vrai. donc là c'est pareil, hein. Si tu prends les rendez-vous comment dire, physical therapy ensemble, ça crée un lien. Ça crée un Et lien. Si seulement il suffisait de ça.
Et Alex, si je peux me permettre aussi, Romain, je voulais avoir ton avis, parce que moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, il y en a un, c'est tout ou rien, c'est soit tout le monde l'adore et tout le monde dit que c'est un bon pic, soit tout le monde le déteste ou disent que c'est un très mauvais pic. Moi, j'avais bien aimé Zach Frazier, parce que bah, Jay répond à un besoin, parce que vous avez perdu, Ouais, vous avez perdu votre centre, et je trouvais le profil intéressant, surtout que le mec, alors je sais pas si encore à l'université il en a fait, mais au lycée, il faisait de la lutte. Et du coup, je pense que pour au niveau de l'équilibre du jeu de son corps et au niveau des positions de ses mains et des blocs, je pense que ça peut être vraiment un gars super intéressant. Et puis en plus, c'est toujours compliqué quand tu as un quarterback qui est là depuis des années, qui travaille avec son centre depuis des années, de lui mettre un nouveau centre, parce que c'est un lien très ouais. particulier et très étroit les deux. Là, tu dis nouveau quarterback, bah écoute, pourquoi pas nouveau centre, donc ça pourrait peut-être matcher tout de suite. Donc, ouais, je veux avoir ton avis sur ce gars-là. Alors c'est marrant parce qu'on ne doit pas avoir les mêmes fils sur les réseaux. Je sais que le mien est extrêmement biaisé en faveur des Steelers forcément, mais j'ai vu quasiment que du positif sur Zach Frazier. J'ai quasiment vu personne se plaindre de ce pic en fait. Donc en tout cas dans le monde, dans le petit monde des Steelers et des gens autour, très positif. On sait qu'on a eu beaucoup de soucis avec Mason Cole l'année dernière, qui a été coupé une semaine après de la fin de la saison, alors qu'on n'avait aucune autre option. Donc, a priori, oui, très très bon pic. Quand j'ai fait ma prévue un petit peu du training camp, j'ai dit on n'aura pas de compétition et il sera titulaire quoi qu'il arrive. Après une semaine, je changerai peut-être un petit peu d'avis là-dessus. Apparemment, il a eu quelques petites difficultés. Et puis, on a Herbig, qui était un remplaçant l'année dernière, qui est plutôt un garde à la base, mais qui a eu cette flexibilité aussi. C'est lui qui prend les reps avec la première team. Et apparemment, il fait une très bonne impression, Herbig. Donc, Ok, à voir. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Hein. Encore une fois, c'était un petit peu la méthode Steelers il y a quelques années, où les rookies étaient quasiment jamais titulaires dès la première saison. Mais si on peut lui laisser le temps, ne pas lui mettre la pression, c'est un poste qui est très exposé, un poste de centre, comme tu dis. La relation avec le QB est hyper importante. Les snaps, quelque part, c'est une erreur comme une autre, hein, mais c'est extrêmement visible. L'impact est direct, tu perds un down. Donc voilà, si on ne le jette pas tout de suite au feu, c'est pas plus mal. Mais oui, a priori, très bon pick. Comme tu dis, il a un background en lutte qui est quelque chose que les Steelers aiment beaucoup. C'est pas le seul. Je crois que McCormick, d'ailleurs, a peut-être le même background aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que les Steelers recherchent, comme tu le dis, pour l'équilibre et ce genre de choses. Donc a priori, très bon pick. S'il est titulaire d'entrée, très bien, ça sera quelque part comme prévu. Si ça prend quelques semaines, voire la saison prochaine, c'est pas grave, du moment qu'il est là pour durer, je suis très content de ce pic. Et puis en général, des pics sur la ligne offensive, euh, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans le début du training camp, mais malheureusement, c'est la méthode Steelers, la méthode Tomlin, donc on pourrait y revenir quand on part de la saison prochaine. Mais a priori, Frazier, très, très, très bon pic. Ouais, j'allais te demander un peu ton avis, moi, avant qu'Anto pose la question, sur, voilà, sur aussi Fautanu et sur McCormick. Parce que Fautanu, Ouais, c'est un de ceux où voilà, il y avait beaucoup d'offensive tackle. Tu te retrouves en 20 avec Fautanu. Est-ce que t'es content ou... alors très content forcément a priori de ce qu'on voit. Si je dis pas de bêtises, il y a la vidéo quand les Steelers annoncent leur pick, où on entend quelqu'un loin derrière qui dit, je crois que c'était notre numéro 9 sur le board, quelque chose comme ça. Donc de l'avoir en 20, a priori, par rapport à la préparation qui a été faite chez les Steelers, c'est un très bon choix. On avait un gros problème depuis 2, 3 ans au poste de tackle gauche avec Dan Moore, qui a été drafté, je crois, au 6e tour à l'époque, qui a montré beaucoup de promesses, je crois qu'il a commencé sa première saison avec Ben. Et il a montré de bonnes choses pour un choix de 6e tour. Et malheureusement, il y a pas assez peu de progrès, si ce n'est pas du tout. Et donc, c'est un poste qui a été ciblé. Et c'est là où je dis que j'ai un petit problème avec ce qui se passe en training camp. C'est que donc Broderick Jones avait été drafté l'année dernière en premier choix. A priori, c'est un joueur qui joue à gauche de la ligne. On a fini par le faire rentrer titulaire en milieu de saison à droite, parce qu'il y a eu une embrouille entre le tackle droit et Macanada. Super. Donc voilà, on finit par le mettre à droite. Là, on va chercher Faltanu, qui est plutôt un joueur qui joue à gauche aussi. Et pour l'instant, il joue qu'à droite en training camp. Donc la grosse question, c'est comment on va faire. Quel est le plan? A priori, ce qu'on disait avant le début du training camp, c'est que Jones basculerait à gauche et Faltanu prendrait le poste à droite. Ça m'irait très bien, mais quelque part, je m'en fiche un peu. Je connais pas les subtilités des profils des deux joueurs suffisamment pour savoir qui est le mieux à droite ou à gauche. Mais pour l'instant, Dan Moore est toujours là à gauche. Et on a nos deux derniers choix de premier tour qui se partagent un poste à droite, ce qui n'est pas forcément idéal. Comme je disais, c'est la méthode Tomlin, malheureusement. Les rookies arrivent, il faut qu'ils gagnent leur place. C'est comme ça que ça marche. Aucun rookie
arrive et prend les reps de first team. Ça n'arrive pas. Au mieux, tu es deuxième et peut-être que dans 3 semaines, tu gagneras ta place, mais il faut que tu le prouves. Il faut que tu sois assez sérieux et impliqué pour gagner cette place. Et on se retrouve avec voilà, deux choix de premier tour qui se partagent un poste, et même Fautanu qui joue avec la deuxième team. Et on en reviendra aussi quand on parlera de la saison prochaine, mais ça m'inquiète parce que la saison des Steelers, le calendrier est assez particulier, où il faudra vraiment enfiler les victoires en première moitié de saison, et donc il faudra être prêt d'entrée. Et on a souvent du mal à être prêt de première, deuxième, troisième semaine. Notre pic vient bien plus tard. Là, il faudra vraiment enfiler les victoires d'entrée, et j'aurais préféré qu'on puisse utiliser Frazier déjà un petit peu plus, Fautanu à droite, Jones à gauche dès le début. On parle aussi de l'absence de Russell Wilson, c'est aussi un problème pour ça. Donc voilà, c'est pas idéal, c'est la méthode, il faut pas en dévier parce que c'est ça aussi qui fait le succès, mais c'est un petit peu frustrant. Très clair. Et donc on a parlé du coup de l'O-line, on a parlé de Roman Wilson, il reste un autre Wilson dont on a parlé que brièvement tout à l'heure. Est-ce que tu as envie de parler d'un peu de Peyton? Un peu plus? Ouais, alors je vais faire un gros plug, j'ai fait son profil complet dans l'épisode 2 de la distillerie, donc je ne me prive pas. Mais ouais, c'est un joueur qui est super intéressant, c'est un joueur extrêmement rapide. Je crois qu'en termes de linebacker intérieur, il y en a très peu même dans la NFL qui vont être à son niveau de vitesse, qui a une capacité de lecture du jeu aussi qui est extraordinaire. Donc quand tu allies vitesse à vitesse de réaction, forcément ça marche super bien. Les soucis qu'il a eu et la raison pour laquelle il a un drop jusqu'au quatrième tour, ou troisième, c'est un quatrième choix, mais au troisième tour, Troisième. c'est ses blessures. C'est ça. C'est ses blessures. Il a eu beaucoup de blessures malheureusement dès le lycée. Ensuite, en collège aussi, je crois qu'il rate une saison et demie ou 2 saisons de blessures séparées. Donc c'est ça qui l'a fait un peu descendre. En termes de talent, tout le monde disait il a le talent pour être un choix de premier tour. On espère qu'il va rester en forme. Il a aussi, je crois qu'il lui manque un ligament croisé dans un des genoux. Donc ça a aussi fait que certaines équipes ont dit bah lui, il n'y a aucune chance qu'on le draft. On a l'expérience à Pittsburgh de Hines Ward qui avait le même souci physique et qui a fait une plutôt bonne carrière, je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Donc ça ne nous a pas trop refroidi. Mais Après, il ouais, peut très pas se le intéressant. rompre On au a eu moins le quelques. ligament. Je dis- Oui, exactement. Ça, c'est un avantage qui est indéniable. Mais non, on a quelques indications déjà de Terry Austin, notre coordinateur défensif. Il pourrait avoir un rôle d'entrée, Wilson, dans les packages dime où il n'y a qu'un seul linebacker et on est sur une situation de passe évidente. On pourrait utiliser sa vitesse dans ces situations-là. Donc, il aura un rôle d'entrée. Encore une fois, il ne faut pas le mettre au feu trop tôt. On n'a pas besoin. On a Quinn et Roberts qui vont être les titulaires. Donc, super. En plus, tu peux apprendre de Patrick Quinn, c'est quand même génial. Mais lui, en tout cas, est déterminé, hein. Je vois depuis une semaine, à chaque jour d'entraînement, c'est le premier sur le terrain. Et voilà, on sait que certains joueurs font exprès de faire ça pour se montrer. Tous les jours, premier sur le terrain, une heure et demie avant le début d'entraînement, même quand il tombe des cordes, il est là. Donc, voilà, les qualités physiques sont là. Euh, la détermination et l'éthique de travail est là. Donc, beaucoup d'espoir en lui. Tout va dépendre des blessures, mais beaucoup, beaucoup d'espoir. Top. Et après, il reste du coup deux autres joueurs qui sont Logan Lee et Ryan Watts. Est-ce que c'est des paris Ouais. plus qu'autre chose? Alors Logan Lee, c'était un peu la plus grosse surprise. Depuis l'arrivée d'Omar Khan, on est vraiment sur des profils très bons physiquement, très explosifs. Et vous savez, il y a toujours ces stats qui ressortent de le RAS, je crois que ça s'appelle, donc le score d'athlétisme, ou je sais pas comment on peut dire ça en Ouais, c'est français. ça. Et tous les autres pics des Steelers sont vraiment au niveau élite, au-dessus de la moyenne. Clairement, c'est quelque chose qu'on met en priorité. Logan Lee est bien en dessous de la moyenne. On est vraiment voilà, le fond du panier. Donc, c'est un petit peu étonnant. Je pense que clairement, il ne fera pas de roster cette année. Je pense qu'on est practice squad et qu'on voit comment ça se passe. Mais assez peu d'espoir pour cette saison. J'espère évidemment que j'aurai tort. Apparemment, oui, il est très bon techniquement. Il faut bien compenser ce manque de qualité physique. La profondeur sur la ligne défensive, c'est aussi un sujet qui est un peu intéressant. Donc, il pourra se faire une place parce qu'il n'y a pas grand monde, mais a priori, je ne compte pas trop sur lui. Ryan Watts, c'est aussi intéressant. J'ai lu que donc il a été drafté en tant que cornerback, mais il jouerait plutôt safety au training camp pour l'instant. En général, ce troisième safety selon les packages que les Steelers aiment bien utiliser. Donc, à voir. J'ai moins d'a priori sur lui. Il a fait pas mal d'interceptions, je crois, en carrière au collège. Donc, quelqu'un qui a des bonnes mains, on peut toujours s'en servir. À voir. Je pense qu'a priori, on se dirige aussi vers une practice squad, mais peut-être avec un retour sur roster plus rapide que Logan Lee. Très clair. Bah écoutez, on peut
tranquillement se diriger vers le reste, vers la saison 2024, si ça vous va. Déjà, Vas-y. est-ce que vous considérez que les besoins des Steelers ont été comblés lors de cette free agency? Et de cette draft aussi. Et donc, je vais te laisser Anto commencer avant de déblatérer pendant 10 minutes. Mais... Non, bah, si tu voulais, bah, pour des besoins urgents et impactants directement, je dirais oui. Après, peut-être sur des détails que Romain va apporter juste ensuite, il nous dira. Moi, c'était surtout au niveau quarterback, au niveau aussi rajouter un peu de profondeur du côté des receveurs. Et après, ouais, au niveau de la défense, c'était peut-être surtout dans le backfield qu'il fallait Ouais. un petit peu reconstruire. Ça n'a pas été trop ça. Et notamment, bah, c'est le dernier choix au niveau de la draft, c'est un corner qui serait, ouais, normalement, tu as dit safety, c'est ça, hein, sur même, je Taylor regardais Hill, c'est le poste. sur ESPN, ils le mettent en strong safety en troisième position. Bon, alors après, dans la depth chart, Ouais. donc on verra bien. Mais, mais oui et non. Sur les besoins immédiats et vraiment impactants, je dirais oui, mais sur le long terme, peut-être pas. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a une question du long terme, en particulier avec les QB, tu as raison. Après, sur les trous qui restent dans le roster, j'en vois trois. Allez, disons dans l'ordre d'importance, j'en parlais, wide receiver, il manque une option solide, si possible avec de l'expérience, que ce soit un ou deux. Effectivement, si Brandon Ayuk avait envie de venir, je l'accueille les bras grands ouverts. Donc ça, c'est un des premiers trous. Le deuxième, pour moi, j'en parlais aussi rapidement, c'est corner. On a fait revenir Sutton, mais qui est suspendu pendant 8 matchs, donc pas forcément une option. On compte vraiment sur un UDFA pour prendre un poste de slot titulaire qui a un risque. Les titulaires, c'est Joey Porter en option numéro 1, qui a une demi-saison dans les jambes. Dante Jackson, qui n'a pas forcément fait un passage inoubliable à Charlotte. Donc voilà, on compte encore sur des mecs sans vraiment de garantie. Donc j'aimerais bien avoir une option de plus, même si c'est pas voilà, c'est pas un gros nom, mais quelqu'un qui peut jouer deuxième option corner avec de l'expérience, avec des choses à apprendre aux autres, ça me ferait plaisir. Et puis le troisième trou qui est nettement moins important, c'est la ligne défensive et la profondeur. J'en parlais brièvement quand je parlais de Logan Lee. Les titulaires, ils sont là. A priori, Cam Hayward, Kenny Benton, Eric Joby. Les titulaires sont là, pas de souci. C'est un poste où il y a quand même beaucoup de blessures, en tout cas chez les Steelers depuis 4-5 ans. On utilise toujours dans la saison, je sais pas, 8 joueurs différents parce qu'il y a des blessures, etc. Et derrière, on a beaucoup de mal à trouver de la profondeur. Alors, on a Montrevis Adams, qui est le nose tackle remplaçant, qui a fait une plutôt bonne saison l'année dernière, donc il a été re-signé assez vite. Ça va, ça me convient. Par contre, sur les deux postes de defensive end, c'est compliqué. Alors, on draft toujours quelqu'un autour du cinquième, sixième tour, comme on l'a fait avec Logan Lee encore. Mais je parle de Marvin Leal, de Isaiah Dormick, qui n'ont pas vraiment montré grand-chose. En fin de saison dernière, je crois que la Dormick, il était même inactif pendant les matchs. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, il y a quelques espoirs sur des Marvin Leal, qui était drafté un an avant, qui, a priori, fait un bon début de camp. Donc, à voir si ça peut se concrétiser, ce serait bien. Mais j'ai un peu de mal à voir la profondeur. Et voilà. Kyle Hayward, c'est pareil. Hein, j'en disais, c'est l'âme de cette équipe, mais il est vieux, je crois qu'il a mon âge, ou il a un an de plus que moi. Donc, voilà, c'est pas des âges où on joue au football américain sur ces postes-là. Donc, voilà. Petite inquiétude à ce niveau-là. En général, dès qu'un Hayward n'est plus là, on se fait trouver à la course. Voilà. J'aimerais bien voir quelqu'un en plus, ou en tout cas voir éclore quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui est déjà sur le roster, encore mieux, ça coûte rien. Mais j'ai besoin que quelqu'un montre qu'il est capable de rentrer sur le terrain, de prendre la relève sans que ça fasse un gros trou. Ça va peut-être être le prochain projet parce que depuis quand même quelques saisons, la O-line est vraiment Ouais. un point où les Steelers investissent pas mal. Parce que bon, on connaît, hein, Life Senor, c'est quand même pas des rigolos. La défense des Steelers, c'est quand même musclé. Les Ravens, pareil. Cleveland, pareil. En plus, il y a un petit gars qui s'appelle Miles Garrett qui est dans le coin. Et puis même les Bengals, ce niveau défensif, ils commencent aussi je trouve, à avoir un impact assez puissant. Du coup, c'est vrai que la O-line a été vraiment une priorité chez vous depuis plusieurs saisons. Donc peut-être bientôt la D-line et on espère quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance aussi à voir les choses de cette manière. On a un gros chantier pendant 2-3 ans, ensuite on passe à un autre. Ça avait été le cas il y a une quinzaine d'années avec la ligne offensive déjà. Hein. On a recruté Pouncey, De Castro, Foster est arrivé non drafté, mais en gros le cœur de l'intérieur de la ligne offensive qui avait été acquis en l'espace de 2-3 saisons avec des gros investissements sur De Castro, Pouncey.
Et puis après, on était tranquille pendant 10 ans. Donc, je crois que c'est un petit peu le but, c'est d'avoir recréé ça et de pouvoir ensuite s'intéresser à d'autres postes. Et de toute façon, mais comme tu le dis, le seul qui a un petit peu d'avenir vraiment sur cette ligne défensive, c'est Keanu Benton qui va entrer dans sa deuxième ou troisième année, je crois. Euh, à ses côtés, on a deux trentenaires. Derrière, on n'a pas de garantie. Il y a de fortes chances que oui, effectivement, prochaine draft et la draft suivante, il y a des investissements assez solides qui soient faits sur cette ligne. Très clair. Bon, on va pouvoir passer au planning si ça vous va. Donc vous avez une bye week en Allez, semaine 9. Vous commencez ouais, par Atlanta, Denver, Chargers, Colts, Cowboys, Raiders, Jets, Giants, bye week. Et ensuite c'est Commanders, Ravens, Browns, Baltimore, Bengals, Browns, Eagles, Ravens, Chiefs, Bengals. Une deuxième partie de saison, mon pauvre. Phew. l'enfer, l'enfer. Ah ouais. La première partie de Ouais, saison, et elle puis, est un peu compliquée. Elle est pas simple, mais elle est pas compliquée non plus. Mais alors la deuxième, c'est ça. l'enchaînement là, à partir de la semaine 11, il est horrible, horrible. Tous les matchs de division en plus en deuxième partie aussi. C'est ça. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'on joue 6 matchs de division sur les 8 derniers matchs de la saison. Ce qui est incroyable. Je ne sais pas comment la NFL a pu laisser passer ce genre de calendrier. Tant pis, c'est comme ça, mais ouais. Les 8 dernières semaines, 6 matchs de division et les deux autres, c'est Kansas et Philly. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faudra enchaîner les victoires avant parce qu'on ne peut pas arriver avec un bilan de 50% avant les 8 derniers matchs. C'est impossible. Il faut avoir, dans l'idéal, les 3 victoires d'avance au moins. Après, comme on disait en début de podcast, hein, c'est vrai qu'on fait 5-1 contre la division l'année dernière. On s'en sort toujours pas trop mal contre la division, même dans les saisons compliquées. Voilà, c'est pas parce qu'on joue 6 matchs de division que ça va être 6 défaites. Mais voilà, au-delà de la difficulté de ces matchs, parce que les adversaires sont costauds, tu as l'aspect division en plus, tu as l'aspect du type de jeu qui est fait dans ce genre de match, où ça peut aussi causer des blessures, ce genre de choses. Donc c'est un calendrier vraiment pas facile. Comme tu dis, la première partie de saison n'est pas forcément simple non plus, mais on n'aura pas le choix. Et c'est pour ça que je veux vraiment être prêt dès la première semaine pour prendre allez, 4-5 victoires rapides sur les 7 premières semaines, parce que c'est la seule façon, à mon sens, d'arriver en fin de saison et de se battre pour les playoffs avec un joker ou deux. Ouais. Purée, moi, là, c'est le calendrier le plus dur que j'ai vu depuis le début qu'on fait les bilans d'intersaison. Vraiment, la fin, elle est affreuse. Mhm. J'ai rarement vu quelque chose pareil. Euh, Après, voilà, le début de saison, t'as moyen de faire quelque chose. Des équipes qui sont en reconstruction, Oui, soit sont sur un nouveau truc. Donc, t'as quand même, sur les quoi, 8 premiers matchs, t'en as peut-être 6 qui sont abordables, plus Ouais. qu'abordables, je pense. Et après, par contre, le ouais. reste, si tu refais ton 5 de division comme t'as fait cette saison, même si je pense que tu seras un peu essoufflé là, ça peut être sympa, mais voilà, tout va dépendre de ces Ouais. matchs-là. Après, ce qui n'est pas cadeau non plus, c'est que oui, la première partie de saison est un peu plus abordable, mais sur les 4 premières semaines, on joue 3 fois à l'extérieur. Donc, même si c'est les adversaires peut-être les plus abordables de la saison, faut aller là-bas, à chaque fois. Ouais. On commence par 2 matchs à l'extérieur, c'est dur. Ouais, l'enchaînement des divisions qui vous ont été attribuées n'est pas le meilleur possible. Donc, un peu compliqué. Si on devait se projeter un petit bilan potentiel, on partirait sur quoi là à peu près. Anto, si tu veux commencer. Moi, sur le bilan, bah, j'avais remis un 6-7. Pour moi, ouais, la première partie de saison avant votre bail, vous devez faire un bon 6-2. Et puis ensuite, 6-2, ouais. Et puis vous faites un. La division, je pense pas que vous allez faire un 5-1 comme l'année dernière parce que c'était un gros exploit, mais ça va être peut-être plus un 3-3, voire un 4-2. Et du coup, ouais, après, on arrive sur un 17. Pour moi, vous allez refaire un 17 qui sera un bon 17. Comme je l'ai dit, c'est en rigolant, mais j'ai du mal à mettre, avec Mike Tomlin, j'ai du mal à mettre les Steelers en négatif. Et puis, vu votre off-season, je pense pas que vous serez en négatif. Donc, ouais, pour moi, ça va faire un 17 et ça va aller jouer les playoffs, hein, avec, j'espère, des meilleurs playoffs pour vous que la saison dernière. Ouais. Ouais, je te rejoins un peu, hein. Je pense que si on regarde de façon objective, le 17, voire le 9-8, mais en gros, on est entre 9-8 et 11-6, je pense, si on est un petit peu réaliste. J'aimerais bien que ce soit mieux que ça, mais comme on disait plus tôt aussi, ce sera un 17 qui aurait une autre saveur quand même comparé à l'année dernière, avec un calendrier Mm. bien plus difficile. Et même en arrivant dans les mêmes conditions au playoff, on aurait sans doute plus d'espoir
que la saison dernière. Donc, ça serait pas un désastre. Hein. Ce serait pas un désastre si on finit à 17, du moment qu'on accroche les playoffs. Après, on le sait, tout est possible. Euh, Ça dépendra aussi de l'adversaire, Ouais. effectivement, mais à voir. Ce serait intéressant de voir le reste de la division aussi. Hein. Les Ravens ont encore eu l'impression de se renforcer, ce qui est assez chiant, c'est le cas tous les ans. Les Bengals vont retrouver Joe Burrow. Euh, Les Browns vont retrouver l'autre QB dont je ne prononcerai pas le nom pendant une saison complète. Alors, est-ce que ça serait une bonne chose ou pas pour eux? On verra. Mais ouais, faut voir comment la division se passera encore. Si on pouvait encore finir devant les Ouais. Browns, ça me ferait rire. Mais voilà. Mais Ça va dépendre beaucoup aussi des Bengals, je trouve, par exemple. Ça dépend aussi, ouais, je pense, de toi, de tes QB. Je pense du quel QB démarre et de quel QB fonctionne. Parce que je pense que si Wilson, tu retrouves un vrai Russell Wilson, je pense que le 17, il est abordable Ouais. très facilement. Si par contre tu retrouves si Wilson se blesse ou peu importe et que c'est Justin Fields et qu'on voit le Justin Fields de Chicago par moment, ça risque d'être un peu plus compliqué. Surtout la deuxième partie de saison, hein, parce que la première partie de saison, si t'es avec Wilson par exemple, que ça se passe bien, bon bah ok, ça se passe bien, mais tes adversaires ils sont abordables de base. Par contre, si derrière tu pars sur complètement autre chose sur la deuxième partie de saison, pas volontairement, ça risque de peut-être être un peu plus compliqué, quoi. ouais. Ouais, c'est un bon point. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes les statistiques, par exemple, de l'année dernière et tout, vous avez quand même une défense qui plie parce que vous prenez des yards, mais en fait, la Ouais. défense ne rompt pas. Donc en fait, si vous gardez cet ADN qui est très Steelers, mais d'une défense au premier plan, et que j'ai l'impression, je sais pas, tu me diras Alex, mais c'est vrai que sur les bilans de division, des fois, quand on parle d'une division, on dit, allez, à un quarterback d'être enfin une vraie franchise qui va passer un niveau, qui va passer un cap. J'ai C'était les l'impression que Falcons aussi, ouais. ouais, 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 voilà, les Falcons, ouais. Et, mais tu vois, j'ai l'impression que pour les Steelers, c'est vraiment le cas. Les Steelers, ils sont vraiment à un quarterback. Si enfin la défense éclate et est vraiment le moteur de l'équipe et que derrière, il y a toujours cette défense de fer qui est imperméable, et bah, vous serez ouais, une équipe vraiment qui va jouer dans la cour des grands et qui pourrait avoir un impact immédiat. Et comme tu l'as dit, il faudra démarrer fort, mais je pense aussi démarrer fort pour donner l'entrain aux joueurs et d'un Ouais. commun accord de se lancer dans la saison et de tout casser en fait. Si je Mais devais rajouter vraiment, un... Oh, pardon. ouais. Non, non, vas-y. J'allais juste dire, ils sont, je pense, un peu plus qu'un QB d'être une top équipe. Je pense qu'ils sont un jeu de passe fonctionnel d'être une top équipe. Parce que je pense que niveau receveur, t'es pas non plus encore au top du top. T'es pas comme les Ouais, Falcons où t'as deux armes où tu te dis, ouais, ok, si t'as un bon QB, ça va se lancer et ça va le faire. ouais. Même si Freiermuth et Pickens, c'est bon. Je dis pas le contraire. Les Jets, c'était pareil, tu vois, ils avaient pris Garrett Wilson notamment. Tu te disais, bon, ok, s'il y a un QB qui lui lance la balle, ça peut le faire. Là, je Mm. pense que voilà, le QB doit être bon et la relation avec les receveurs doit être bonne, eux aussi doivent s'améliorer. Je pense que c'est un petit peu plus que juste le QB, si je devais donner mon avis là-dessus. Ouais, Ouais. je suis assez d'accord avec ça. Ouais, je suis assez d'accord. Effectivement, il y a tout ce jeu de passe. Et c'est pas vraiment que le jeu de passe n'est pas bon, c'est qu'on ne sait pas, en fait. C'est vraiment une inconnue avec le nouveau coordinateur aussi. On ne sait pas du tout. Tu parles de Garrett Wilson. Je crois que j'ai vu qu'il y avait quelques embrouilles avec lui à New York. S'il voulait venir, je prends un quatrième Wilson avec plaisir. Euh, mais ouais, il manque un petit peu de jeu de passe. Après, c'est vrai que comme on disait aussi, hein, le fait d'avoir ne serait-ce qu'une attaque qui est capable de gagner des matchs, c'est-à-dire qu'on est capable de gagner des matchs parce qu'on a marqué plus de points que l'adversaire plutôt qu'encaisser moins que l'adversaire. Ça revient même mathématiquement, mais voilà, dans l'esprit, c'est différent. Et la seule façon qu'on avait de gagner la saison dernière, c'était de tenir l'adversaire à 16, 17, 18, 19 points. Mais dès que ça passait les 20, de toute façon, ça passait rarement les 20 sans passer les 30. Donc c'était vraiment tout ou rien. Et c'est vrai que si on pouvait avoir de temps en temps une petite victoire en gagnant 35-29, voilà, ça serait pas mal et ça ferait une grosse différence par rapport à la saison dernière. Parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode? Non? Oh non. Non, que la saison arrive, on s'ennuie. Donc, pressé que ça revienne. C'est ça. Du coup, c'était le dernier bilan d'intersaison. Romain, je te remercie d'avoir fait l'épisode avec nous. C'était très cool. Merci à toi. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Et puis je vous rappelle, vous pouvez suivre Romain @Steelers France sur Twitter et la Distillerie podcast à la fois sur YouTube et sur toutes les plateformes, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Très bien. Bah du coup, n'hésitez pas à aller le suivre sur des sujets
un peu plus que uniquement les Steelers. Donc si vous n'êtes pas uniquement fan des Steelers, comme il l'expliquait, il y a des sujets un peu plus globaux, pris démarrer sous l'angle Steelers, mais après devenir un peu plus général. Donc c'est intéressant, donc c'était cool. Super. Et comme je Je vais dis, t'engager pour ma pub. avec plaisir, tu me diras, je t'enverrai mes tarifs. Ça marche. Mais en tout cas, voilà, c'était très cool. C'est le 32e, c'est le dernier. On a fait toutes les équipes de la saison là, donc c'était cool. Niveau podcast, on se retrouvera, je pense, dans une semaine à peu près. On va voir un peu ce qu'on fait en tant que programme là pour les semaines à venir. Et vous pouvez nous retrouver en live demain soir, donc le 6. Nous, on enregistre ce week-end, mais ce sera publié lundi. Donc le 6, mardi 6, on sera en live avec une bonne partie de l'équipe pour faire une draft all-time en prenant juste un poste par-ci par-là, et on va commencer par l'attaque et on fera la défense une semaine après, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas, twitch.tv/le front office, et après on mettra la rediffusion sur YouTube, youtube.com/le front office également. Donc voilà, merci Anto, merci Romain. Merci à vous. Merci à toi. Et puis on se retrouve bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. Et vive le football!